Bonsoir. Elle s'impose depuis des mois comme la troisième force politique de cette présidentielle, mais elle marque le pas et reste loin derrière les favoris. Peut-elle trouver un second souffle? Marine Le Pen est notre invitée ce soir. La force de l'action est plus importante. Abracadabra. Élie, je crois aux forces de l'esprit. C'est travailler plus, gagner et les actes. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Monsieur Pujadas. Installez-vous. Soyez la bienvenue. Je le disais tout à l'heure dans le journal, depuis votre premier passage ici, vous avez publié votre programme, vos propositions. C'est là-dessus que vous serez interrogé. Depuis cette date aussi, tous les candidats se sont déclarés et la dynamique n'est plus forcément de votre côté. Là-dessus aussi, on vous entendra. Nous allons accueillir d'abord pour cela Nathalie Saint-Cric qui nous dira ce que révèle votre manière de faire campagne, votre ton, votre positionnement. François Langlais qui a lu avec minutie votre projet économique. Puis viendra le premier débat et l'homme qui va venir vous interpeller est un des plus proches conseillers de Nicolas Sarkozy depuis plus de 5 ans maintenant. Il s'agit d'Henri Guénaud et il sera notamment question des valeurs et de la France. Ensuite, ce sera au tour de Fabien Amias de nous rejoindre pour la séquence pure politique et notamment le pour-contre sur tous ces thèmes qui ne sont pas toujours abordés dans les médias. Ce sera alors le moment du deuxième face-à-face et c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, qui va s'asseoir en face de vous. Et puis en guise de conclusion, nos deux examinateurs nous rejoindront, ils sont installés dans le public. Ils vont vous écouter et ils viendront nous dire si vous les avez convaincus. Il s'agit d'Hélène Jouan, directrice des magazines d'info à France Inter et qui publie Le Petit Hollande illustré par l'exemple aux éditions du Nouveau Monde, et de Franz-Olivier Gisbert, directeur du Point, Le Point, qui titre cette semaine « Qui ment le plus dans cette campagne présidentielle ?» évidemment. Voilà le programme. D'abord quelques questions d'actualité en guise d'introduction, questions qui devient rituel pour vous. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Marine Le Pen, si vous êtes certaine de pouvoir vous présenter? Autrement dit, avez-vous réuni vos 500 parrainages? Pas encore Monsieur Pujadas, mais ça viendra. Vous en avez combien? Oh, écoutez, on va pas passer une demi-heure là-dessus. Pas une demi-heure, mais on a envie de savoir si ça progresse. Je crois que, vous voyez, les difficultés que j'ai à recueillir mes parrainages sont en réalité un piège qui me sont tendus par les deux grands partis, qui consiste à m'obliger à parler de ça pour éviter de parler du reste. Oui, mais là, ça ne va pas occuper beaucoup de temps de parole. C'est simplement de savoir, vous avez dit 430 en début de semaine. Est-ce qu'on est plus proche de 440, 450? Oui, à peu près, c'est à peu près ça. Ça continue à progresser? Oui, heureusement. Parce que, quoi qu'on pense de cette règle, elle a tout de même une logique. Il y a à peu près 40 à 42 000 élus en France. Alors ne pas parvenir à réunir 500 signatures sur un total aussi énorme quand même, est-ce que ça n'est pas le signe d'un rejet ou d'un manque d'enracinement qui peuvent être aussi considérés comme un critère d'appréciation pour la sélection pour cette présidentielle? Non. Ça a un sens. Voilà ce que je veux dire. Ça envoie deux signaux. Le premier signal, c'est qu'il n'y a pas de proportionnel en France et que par conséquent, nous vivons d'ores et déjà dans un pays qui est en situation de sous-démocratie. Puisque s'il y avait de la proportionnelle, si la démocratie fonctionnait, le parti que je préside et qui fait des pourcentages très importants aux élections régionales, aux élections cantonales, devrait avoir 1000 élus et donc n'avoir aucune difficulté de parrainage. Le deuxième, c'est que ce système qui, au départ, devait en réalité écarter les candidatures fantaisistes, est utilisé par les deux grands partis pour décider qui est et qui n'est pas candidat à la présidentielle. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on a oublié un acteur essentiel dans cette petite opération, c'est le peuple. Oui. Et le peuple, lui, il veut que Marine Le Pen soit candidate. Il le veut à une immense majorité. Mais beaucoup le veulent, pas seulement ceux qui veulent voter pour vous. Parce qu'il le veut, bien sûr, à une immense majorité. Je suis absolument persuadé que les maires courageux, attachés à la République, attachés à la démocratie, eh bien, permettront ce fonctionnement démocratique. Vous voyez, c'est pas inutile d'en parler, ça vous permet de lancer un appel. Mais le scrutin majoritaire, il a un sens aussi, c'est que d'une certaine manière, comme vous êtes isolé, vous ne nouez pas d'alliance, vous n'arrivez pas à franchir cette barre des 50%. Donc d'une certaine manière, c'est le thermomètre aussi, c'est le reflet de la situation du Front National qui reste à l'écart. Donc c'est un système. Et ça, c'est une question qui vous est adressée à vous. C'est donc un système qui force à la compromission. Puisqu'il faut se vendre. Alliance n'est pas forcément compromission, vous le savez bien. Si, il faut se vendre, il faut abandonner une partie de ses idées. Moi, je ne veux pas abandonner mes idées.
Moi, mes idées, je les montre et je les soumets au peuple. Et c'est lui qui va décider. Et c'est lui qui, en toutes circonstances, M. Pujadas, devrait avoir le dernier mot. Et ce que je regrette profondément dans notre pays, et je pense que chacun des Français qui nous regarde le ressent, peu ou prou, c'est que le peuple est oublié. Le peuple est mis de côté. Il est gênant. Il est gêneur, presque. Tout le monde dans parle du l'esprit. peuple dans cette campagne. Oui, il y en a qui en parlent depuis plus longtemps que d'autres. Et donc, il doit reprendre la main. Voilà. Il faut qu'il se saisisse du processus démocratique et qu'il utilise, j'allais dire, aux armes citoyens, la seule arme qui lui reste et qui est le bulletin de vote. Actualité encore, cette proposition et puis cette déclaration de Nicolas Sarkozy hier. La proposition d'abord, il annonce que s'il est élu, une loi interdira purement et simplement les retraites chapeaux et les parachutes dorés pour les grands dirigeants. C'est une bonne ou une mauvaise mesure? Mais monsieur, il a déjà promis ça en 2007. Il a déjà promis ça en 2007. Il l'a évoqué, il n'a pas promis une loi d'interdiction. Si, il l'a promis en 2007. Et donc? Donc, il n'y a pas de raison de croire qu'il fera demain ce qu'il n'a pas voulu, ni su, ni pu faire hier. Sa déclaration sur le Fouquet, ses regrets, l'avez-vous trouvé sincère? Ce que Nicolas Sarkozy n'a pas compris, c'est que ça n'est pas tant l'endroit, même si celui-ci était tout de même symbolique. On dit la soirée, c'est l'entourage. C'est l'ensemble des gens qui étaient et qui participent de cette oligarchie qui entoure Nicolas Sarkozy, de cette élite, de cette caste mondialisée qui mélange grands journalistes, grands patrons d'entreprises, que l'on voit réapparaître d'ailleurs dernièrement pour sauver telle ou telle entreprise, parce qu'il semblerait que les parrains des enfants de Nicolas Sarkozy, les témoins de son mariage, interviennent peut-être au soutien de sa candidature. Je m'en félicite honnêtement pour les salariés qui sont ainsi sauvés. Je le regrette pour tous ceux dont les usines ne sont pas tombées aussi près de l'élection et qui du coup n'ont pas bénéficié de ce petit coup de pouce des amis. On est coupable de ses amis dans la vie? On a le droit d'avoir des amis. Ce qu'il ne faut pas, c'est être soumis à ses amis et surtout aux intérêts de ses amis. Or, Nicolas Sarkozy a prouvé pendant 5 ans que les seuls qui l'intéressaient réellement, c'était justement cette élite et cette caste pour lesquels il a pris toute une série de décisions qui ont beaucoup amélioré leur situation personnelle, professionnelle, financière, au détriment tout de même de l'immense majorité des gens qui avaient voté pour lui et qui attendaient à tout le moins la même sollicitude de sa part. Bon, et vous n'avez pas vraiment dit, quand il dit « je ne le referai pas », vous lui en donnez acte? Non, pas particulièrement. Je pense qu'il n'a pas fait que cela. Si vous voulez, il y a eu toute une succession d'éléments qui nous ont permis de voir le vrai Nicolas Sarkozy pendant ce quinquennat. Et encore, d'ailleurs, la manière dont il fait des promesses, 3, 4, 5 par jour, à quelques semaines de cette élection, montre quelque chose sur le fond du personnage, sur ce caractère opportuniste qui déroute ou dégoûte parfois les Français. Alors, depuis quelques mois, ça n'existait pas lors de la première émission, il y a un petit rituel, le petit questionnaire de l'Élysée. On y va? On y va. Première question. Marine Le Pen, si vous étiez élu le 6 mai prochain, à qui dédieriez-vous votre victoire? Parce que ce sera la victoire du peuple français, je la dédierai à mon grand-père paternel mort pour la France. Si vous étiez élu le 6 mai prochain, où iriez-vous fêter votre victoire? J'irai fêter ma victoire chez Tonton, qui est un petit restaurant ouvrier portugais à côté du siège du Front National à Nanterre. Si vous étiez élu le 6 mai prochain, quel serait votre premier voyage officiel? J'irai à Hénin-Beaumont pour leur dire que tout va changer. Et puis peut-être après, parce que c'est sur la route, j'irai à Bruxelles pour leur dire que tout va changer. 2 questions encore. Quel est le défaut, votre défaut, dont vous pensez qu'il serait le plus dommageable pour une présidente de la République? Il faut choisir. Ah oui. Pour une présidente de la République, c'est pas... si vous étiez élu, on est toujours dans le même registre. Ça n'est pas à titre personnel. Ah si. Le défaut dont vous pensez qu'il vous nuirait le plus si vous étiez présidente de la République? Peut-être mon intransigeance. Je suis très intransigeante et parfois... C'est pas vraiment un défaut. Si, c'est un défaut.
Si, c'est un défaut. C'est les défauts dont on dit souvent qu'ils sont des qualités. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est un défaut parce que il faut aussi être capable de temps en temps de comprendre les erreurs, de les pardonner, voilà. Ça aussi, ça fait partie des qualités d'un président de la République. Quel tour vous a-t-il joué dernièrement, ce défaut? Oh, beaucoup. Il m'arrive encore une fois, d'être parfois un Récemment, petit peu, dans la campagne Ah non, pas tellement dans la campagne, mais dans les prises de décision. À l'inverse, quelle serait la qualité, vous n'avez pas le droit de dire la même chose, quelle serait la qualité dont vous pensez qu'elle vous serait la plus utile si vous étiez élu président de la République? Le courage. Le courage. Je crois honnêtement que l'on m'apprécie ou qu'on ne m'apprécie pas, qu'on partage mon projet ou qu'on ne le partage pas. Je pense que chacun m'accorde cette qualité. C'est une qualité qui est essentielle pour un président de la République et qui va être particulièrement essentielle compte tenu des choix qui sont à faire, des décisions qui sont à prendre et de la situation, du contexte qui est celui de notre pays. Bien, première séquence avant de passer à votre programme économique, l'œil de Nathalie Sincré, qu'elle vous a regardé, elle vous a écouté ces derniers mois. Que disent de vous votre style, vos attitudes, vos mots sur les estrades ou sur les plateaux de télévision? Voici le révélateur de campagne. Bonsoir Nathalie, c'est à vous, vous avez 15 minutes. Bonsoir David, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors, en meeting, comme à la télé, si vous me permettez cette expression, vous avez un petit côté bête de scène qui fait qu'au finish, avec vous, on a assez souvent l'impression d'être un petit peu au spectacle. Regardez. Pour Nicolas Sarkozy, est-ce que vous voteriez pour François Hollande? En ce qui me concerne, une telle semaine à la sauce hollandaise, je n'ai pas envie d'en reprendre. Hollande au Bourget, Hollande présente son programme, Hollande explique son programme à la télévision. On nous rapporte le lendemain que Nicolas Sarkozy est déprimé et qu'il pleurniche parce qu'il sent qu'il va perdre. Sarkozy va-t-il réussir à se refaire? Sarkozy va-t-il reprendre la main? Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, ils ont des petits bras tout mous pour s'opposer au fondamentalisme islamique. Ils sont assis confortablement dans le gros porteur du mondialisme. Alors ça discute. Monsieur Hollande dit pas trop vite, pas trop vite. Nicolas Sarkozy dit plus vite, plus vite. Quant à Bayrou, lui, il est en train de chipoter parce que le plateau repas lui va pas. Le 22 avril prochain, peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Expulsez-le définitivement du terrain. Alors Marine Le Pen, on a gardé le meilleur pour la fin. Quand nos confrères de e-télévision vous demandaient dimanche dernier, après le meeting de Lille, si vous ne redoutiez pas finalement que Nicolas Sarkozy encore tente de siphonner vos voix, eh bien regardez ce que ça donne, votre réponse. Est-ce que ça peut marcher cette fois-ci en 2012 comme ça avait en partie fonctionné en 2007? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Alors Marine Le Pen, ça fait rire tout le monde ici, mais finalement, entre Dalida et le carton rouge, ça fait pas un peu trop, quoi. Vous êtes culotté, certes, mais est-ce que c'est vraiment le niveau d'une présidentielle? Sincré, je regrette que vous ne veniez pas à tous mes meetings. J'ai regardé, j'ai tous regardé. Vous prenez quelques secondes de chaque meeting. J'en ai fait, je crois, 7 ou 8 maintenant, dans toutes les villes de France. J'en ai encore beaucoup à faire. Et je crois très sincèrement réserver l'ensemble de mes meetings à exposer mon projet politique. Ah, mais c'est pas question, je vous donnais sur le ton. Sur le ton, vous essayez de faire rire les gens, vous mettez les rieurs de votre côté. Il y a vraiment une patte Marine Le Pen. Je fais passer des idées. On a le droit aussi d'avoir de temps en temps un petit peu d'humour, de faire un petit clin d'œil. C'est pas un peu le cirque? Je sais que la politique française est devenue un espèce de robinet d'eau tiède, surtout depuis que les élèves de grandes écoles ont colonisé l'Assemblée, le Sénat, et les candidatures présidentielles. Mais on a le droit aussi d'être soi-même, de temps en temps un petit sourire dans ce monde, un peu de douceur. Absolument. Dans ce monde de brut. On avait compris que c'était pas... Il paraît que la musique adoucit les mœurs. C'est pour ça que vous avez chanté Dalida et puis vous avez fait remarquer que c'était pas une campagne d'énarques. On a compris. Et puis regardez, il y a 20 ans d'écart entre les images que l'on va voir.
il y a une quinzaine de jours, vous étiez accueilli par des manifestants à La Réunion. Et puis, 20 ans plus tôt, c'est votre père qui avait été, lui, interdit de meeting pour cause de manifestations d'indépendantistes. Et regardez, les réactions sont extrêmement différentes. Vous vous contenez et lui, il explose. C'est traditionnel. L'extrême gauche aussi, elle crie beaucoup ici, mais elle ne meurt pas. Allez dire ça aux gauches séparatistes. Allez dire ça aux voyous de gauche, pas à moi. Merci, monsieur. Votre métier, c'est de me permettre de tenir ma réunion. Merci, monsieur. Votre métier, c'est pas de m'en empêcher. Merci, monsieur. Et je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Écoutez, arrêtez. Je m'en souviendrai. C'est dans le vin. Ce que nous disent ces images, Marine Le Pen, c'est que là où votre père... C'était pas la Réunion, c'était en Corse. Mais lui, bien non, sûr. lui encore. Lui encore. Mais bien vous, sûr, à la j'ai bien Réunion. dit que c'était lui. Vous, à la Réunion. On a une manifestation Est-ce que ça nous d'indépendance qui dit- l'a empêché de tenir son meeting en C'est Corse. que lui, là où il est furieux, vous essayez de mettre les rigueurs de votre côté. C'est ça aussi, la dédiabolisation? C'est tout ce que ça vous inspire, ces images-là. Est-ce que vous avez déjà vu un autre candidat à la présidentielle subir cela? Avez-vous vu un autre candidat à la présidentielle interdit d'aller faire meeting? Ça, c'était le cas de votre père, mais vous avez été... brutalisé, empêché de sortir d'une émission de télévision, avec des gens qui sautent sur le toit de la voiture, qui, bousculent des Français qui viennent pour participer à un débat, à un dîner-débat. Je veux dire, vous voyez, votre œil est intéressant parce que ce qui vous intéresse, c'est ça. Notre œil est sur Or, vous. je crois que ce qui choque les Français, c'est ça. C'est qu'en réalité, il y a une extrême gauche pour laquelle tout le monde a la plus grande complaisance. Il est normal que l'extrême gauche éructe. Il est normal que l'extrême gauche attaque les meetings, crache sur les Français qui viennent écouter un responsable politique. Il est normal qu'ils envahissent Dauphine pour empêcher Marine Le Pen de parler. Tout ça semble normal, mais ça n'est pas normal. Ça n'est pas cela la démocratie. Ça n'est pas cela le comportement républicain. Et ça devrait entraîner de la part des journalistes, de la part des analystes, de la part des politologues, une condamnation républicaine, de la part aussi des autres responsables politiques. Or, ça n'est pas le cas, et ces images, merci de les avoir montrées, démontrent que la manière dont on fait de la politique, c'est pas si facile que ça. Vous voyez, quand je vous parlais de courage tout à l'heure, il en faut tout de même une certaine dose. Alors ça, c'était les différences et les ressemblances. En l'occurrence, vous aussi. avez été protégé à La Réunion. Les forces de l'ordre se sont tenues correctement pour que vous puissiez effectuer votre périple. Merci de m'en parler, merci de me permettre d'en parler, puisque Monsieur le Préfet a refusé de me prendre au téléphone et qu'en l'occurrence, il a laissé les manifestants venir systématiquement au contact physique, non seulement de moi, mais également de mes sympathisants qui venaient m'écouter, et que c'est ainsi que des images sont parues avec des gens qui ont été molestés par une soixantaine de gens du Parti communiste qui m'ont suivi tout au long. C'est pas très grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a suscité dans l'île un formidable élan de compréhension à mon égard, d'indignation à l'égard du comportement de ces gens-là. Et honnêtement, les radios, toute la journée, suivant ces événements, ont pu diffuser l'expression des Réunionnais qui disaient « Mais nous, Marine Le Pen, elle est la bienvenue sur l'île ». On trouve scandaleux de la traiter comme ça. Et d'ailleurs, on va voter pour elle. Et je pense que les résultats à La Réunion vont être spectaculaires. Et puisque vous me permettez de leur lancer un signal, qu'ils sachent que le cadeau qu'ils m'ont fait et qui est l'oiseau symbole de La Réunion est ce soir à mon cou. D'ailleurs, il y a eu également un reportage sur France 2 qui suivait votre campagne à La Réunion. Alors, on va venir au fond maintenant. On a l'impression que depuis le début de votre campagne, vous parlez beaucoup d'économie. Alors, un exemple, j'ai regardé le meeting de Toulouse. Vous y dénoncez les excès des banques, des financiers. Ce sont des mots qui sont cités plus de 50 fois. Vous accusez le grand capital, les patrons du CAC 40. Et puis finalement, on se dit que les mots aussi, laïcité, immigration, on a compté, sont finalement peu utilisés, environ 6 fois. Et puis, on a regardé aussi une conférence de presse que vous avez faite pour y présenter votre programme économique. C'était au début de l'année. Et là, on se dit que même le professeur Langlais ici présent et ses fameux graphes se font doubler par vous. Regardez. En termes macroéconomiques, si l'on fait une analyse prospective globale de la cinématique de cette hémorragie budgétaire permanente, on peut anticiper
que leur déficit zéro devrait être atteint en 2025 au mieux. Et que parallèlement, leur dette va par l'effet d'anatocisme des intérêts, vous savez que c'est l'inertie des besoins d'emprunt qu'on appelle communément l'effet boule de neige, va continuer à s'accroître dangereusement jusqu'à son niveau d'étiage de 3121 milliards d'euros, soit 1400 milliards d'euros courants de dettes supplémentaires sur la période 2012-2025. Est-ce que ça ne s'appelle pas, Marine Le Pen, en faire beaucoup, en faire un peu des tonnes pour paraître crédible? Je parle des termes. Hein. Monsieur, j'avais devant moi des journalistes économiques. Par conséquent, si vous ne maîtrisez pas ces phénomènes, je pense que les journalistes économiques les maîtrisaient. Bon. On ne peut pas me reprocher tout et le contraire de tout. Non, mais c'est des mots qu'on n'entend pas souvent, non, même du côté de l'économie. Monsieur, c'était une conférence de presse. On ne peut pas dire que j'utilise particulièrement dans mes meetings, dans mes émissions, des mots qui sont au-dessus de la capacité de compréhension de tout un chacun. C'est plutôt réservé en général aux énarques dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en l'occurrence, on m'a fait le reproche de la crédibilité. J'ai présenté un projet qui doit faire près de 100 pages, avec toute une série de propositions dans tous les domaines qui intéressent les Français. J'ai présenté un projet économique, un programme économique au mois d'avril dernier, donc il y a plus d'un an, parce que je voulais que les Français aient le temps d'aller le regarder, de le comparer aux autres. Enfin, pour le comparer aux autres, il faudrait qu'il y en ait. Puis, j'ai effectué un chiffrage précis. Non, mais là, on parle des termes, Marine Le Pen. Attendez, j'ai effectué un chiffrage précis. J'ai non seulement présenté un chiffrage de mon projet, avec 6000 cellules de chiffrage, on m'accordera le sérieux du travail. Mais j'ai présenté un projet de désendettement de la France, parce que je pense que la dette est un des problèmes principaux. Vous voyez bien que c'est pas le sujet. Et j'ai même fait mieux, figurez-vous, je me suis même forcé à faire l'effort de modéliser les propositions de mes adversaires. Marine Le Pen, on ne vous met pas en cause ce travail. On se demande simplement si, quand vous avez entendu Nicolas Sarkozy dans son interview au Figaro Magazine, puis son départ en campagne, vous vous êtes pas dit, bon, bah, finalement, l'économie, c'était pas la bonne idée. Il est en train de revenir sur mes fondamentaux, il chasse sur mes terres, et maintenant, virage. Vous l'avez même dit dans le discours de Strasbourg, en disant, on va m'accuser de retourner à mes fondamentaux. Madame Saint-Cric, quand je fais un discours sur l'immigration, je parle d'immigration. À Strasbourg, c'est le cas, c'est pour ça que quand je fais un discours sur la laïcité, je parle de laïcité. Quand je fais un discours sur le mondialisme, je ne parle pas de laïcité. Non, mais... ou sur l'économie, je ne parle pas d'enseignement. Madame Le Pen, à Lille, vous êtes en train de parler à Lille. Nicolas Sarkozy parle en même temps que vous à Marseille. Il est 15h10, vous parlez en même temps. Nos confrères du Parisien ont calculé le nombre de fois où Nicolas Sarkozy avait utilisé le mot France. 88 fois. Vous, pendant ce temps-là, vous utilisez nation, patrie, France, un même nombre de fois, et vous ciblez Nicolas Sarkozy, vous le citez 30 fois. François Hollande, finalement, ça n'a pas l'air d'être tellement de problème. La question est simple, est-ce que maintenant, c'est Nicolas Sarkozy l'ennemi, et que vous concentrez vos tirs sur lui depuis qu'il est rentré en campagne? Non, Madame, ce type honnêtement, de mathématiques ne peut pas résumer une pensée. Non, mais j'ai encore moins, un projet politique. C'est instructif, disons. Depuis de nombreux mois, je dis aux Français que les différences entre Nicolas Sarkozy et François Hollande sont en réalité totalement superficielles. Puisque sur les grands sujets qui vont engager l'avenir de la France et des Français, probablement d'ailleurs pour des décennies, ils ont en réalité exactement la même vision. Ils sont chacun pour la défense et le sauvetage de l'euro, à tout prix. Ils sont chacun pour les plans de renflouement. Ils sont où ils laissent faire la mise en place du mécanisme MES, dont on sait que c'est la disparition de peut-être le dernier pan de souveraineté que nous avions. Ils sont chacun pour une immigration qui ne doit pas être réduite, et la régularisation des clandestins au cas par cas massivement. Non, mais pourquoi vous attaquez plus à Nicolas Sarkozy? On va regarder vos tracts de campagne. Parce qu'il est le président sortant. Bien. Vous allez me dire ça. Simplement, on a l'impression qu'il y a vraiment... Regardez, on regarde juste vos tracts de campagne. C'est Sarkozy a-t-il été élu pour ça? La dette publique, c'est feu sur Sarkozy. Mais, très clairement, je veux juste avoir la confirmation. Parce que Nicolas Sarkozy a fait toute une série de promesses en 2007. Il est allé chercher les voix de ceux qui croyaient en la France. Les vôtres, notamment. Il est allé chercher les voix de ceux qui croyaient qu'il fallait réduire l'immigration. Il est allé chercher les voix de ceux qui attendaient qu'on mette fin au laxisme par rapport aux voyous.
et aux criminels. Or, il n'a pas tenu ses promesses. Il est tout de même légitime et normal dans un débat démocratique que l'on mette évidemment le candidat sortant face à son bilan. Or, incontestablement, ça ne vous aura pas échappé, Nicolas Sarkozy cherche depuis son entrée en campagne à faire oublier en réalité son bilan. Il voudrait qu'en 2 mois, il lance tellement de balles dans tous les sens que tout le monde oublie de regarder ce qui s'est passé depuis 5 ans. Et moi, mon rôle, c'est aussi de prévenir les Français en disant, vous avez cru, vous avez été trompés, vous avez été trahis, regardez donc les résultats et honnêtement, ayez la lucidité de vous apercevoir que les promesses d'aujourd'hui n'engageront pas plus que les promesses d'hier. Bien, il reste 1 minute, il y a 3 petites séquences à regarder, on va déborder un peu, mais il faut aller vite. On a l'impression que tout le monde se bat sur une même niche, si j'ose dire, celle du vote populaire. Vous parlez, vous, des oubliés. Jean-Luc Mélenchon, qui viendra là tout à l'heure, parle des indignés, des invisibles. Regardez, c'est frappant de voir cette similarité du discours entre plusieurs candidats à la présidentielle. Je serai cette présidente des oubliés, cette présidente des invisibles. Ces millions de Français dont on ne parle jamais. Les ouvriers et les employés sont les invisibles de notre société. On n'en parle jamais, on ne les montre jamais. Les petits, les obscurs, les sans grade, ce sont eux qui aujourd'hui ont besoin qu'on parle en leur nom. Je suis la voix du peuple. Je veux être le candidat du peuple de France. Ouais, alors tout le monde se bat sur le même terrain. Finalement, est-ce que vous n'avez pas perdu de votre singularité? C'est ça la question. J'ai mis tellement de débats sur la table politique en France. J'ai ouvert tellement de débats. J'ai levé tellement de tabous. J'ai levé le tabou de la violation, de la laïcité. J'ai levé le tabou des prières de rue. J'ai levé le tabou de la situation dramatique de la zone euro. Là, on parle du peuple, où tout le monde... de cette idée qui devient un peu convenue de faire campagne pour le peuple. J'ai levé le tabou de la zone euro au moment où tout le monde la défendait. J'ai levé le tabou de l'euro au moment où tout le monde nous expliquait que c'était une chance. J'ai levé, mais bien avant moi, le tabou de l'immigration, quand tout le monde disait que c'était une chance pour la France. Enfin, là, c'est pas moi, c'est en l'occurrence Jean-Marie Le Pen qui l'a fait. J'ai levé le tabou de ce gouffre qui existe entre les élites et le peuple. Que brutalement un certain nombre de candidats à la présidentielle se rendent compte de ce gouffre et cherchent à changer leur fusil d'épaule et à se faire apparaître pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire les défenseurs du peuple quand ils ont été en réalité les défenseurs des élites pendant de très nombreuses années, qu'ils ont participé tous du système. Depuis 30 ans, ils ont tous participé du système. Les grands patrons sont les mêmes, sous la gauche, sous la droite. Les grands, instituts sont les mêmes, sous la gauche, sous la droite. Ceux qui leur vendent la communication sont les mêmes, sous la gauche, sous la droite. Bon, je comprends qu'ils aient envie de faire oublier cela. Mais la réalité, c'est que s'il y a de plus en plus de classes populaires qui se tournent vers ma candidature, c'est que le peuple, lui, ne se trompe pas. Voilà. Bon, même si vous plafonnez un petit peu dans les sondages en ce moment. On verra dans les scores. Avant de vous expulser du plateau, on va découvrir 2 courtes réponses. On va découvrir dans Paris Match une photo de vous avec votre compagnon, Louis Alliot, qui est également vice-président du Front National. Question simple, vous aviez dit ne pas être people. Est-ce que cela a changé ou alors est-ce que finalement, dans cette présidentielle, les conjoints sont toujours très très présents? Non, nous étions en l'occurrence à la convention de Lille. Donc moi j'ai posé des conditions, je ne veux pas être prise chez moi, je ne veux pas qu'on voit mes enfants, je pense que tout ça participe de la vie privée, mais vous voyez, même ça, je ne trouve pas ça très intéressant, honnêtement. Ah bah vous l'avez fait, c'est votre décision. Vous l'avez accepté. Bon. Deuxième chose, pour finir, quel rôle joue votre père dans la campagne? Est-ce que vous tendez toujours un petit peu les épaules quand il s'exprime? On l'a vu avec Robert Brasillac cité à la fin du discours à Lille samedi. Quel jouera-t-il? Il est... président d'honneur du parti qui soutient, entre autres d'ailleurs, parce qu'il n'est pas le seul, ma candidature à l'élection présidentielle. Il a fait, je ne sais plus combien de présidentielles, 6 ou 7. Beaucoup, ouais. Et par conséquent, il a tout de même une expertise dans ce domaine. Et quand il cite Brasillac, vous vous dites pas, ça va encore être la polémique et ça va être compliqué pour moi. Il peut donner un certain nombre de conseils. Mais la polémique, c'est vous qui l'a créée. Non, c'est pas anodin de citer Robert Brasillac. Excusez-moi de vous dire que ça intéresse. Honnêtement, non, mais je vous ai pas dit que c'était intéressant. Je vous ai demandé si ce n'était pas quelquefois un handicap pour vous. Je pense que ce sont des polémiques complètement stériles et complètement parisiennes. Non, mais les références, c'est important. Parisiennes.
Les références, c'est important. Oui, j'ai moi-même cité Robespierre au 1er mai. Attends, ça ne veut pas dire que vous voulez... Et je ne suis pas une révolutionnaire sanguinaire. Ça signifie rien pour vous, les références? Bah, ça signifie qu'on peut, et c'est pas M. Gisbert qui est sur ce plateau qui va sûrement me contredire, dans notre civilisation, on a su s'élever au point d'être capable de faire la différence entre l'homme et l'œuvre. Heureusement d'ailleurs, car sinon nous serions privés d'un certain nombre de talents littéraires. Je pense évidemment au livre de chevet préféré de Nicolas Sarkozy, oui. Céline, qui lui aussi, je pense, d'ailleurs aurait été fusillé s'il était resté en 45 ans. Madame Le Pen ne cite pas Céline dans ses meetings jusqu'à nouvel ordre. Alors je voudrais juste conclure, il y a eu sur votre site, le journal de bord de Jean-Marc. Vous les suivez tous? Vos meetings ou Non, Nicolas Sarkozy. J'en ai raté un là tout à l'heure, mais je me rattrape. Là, c'est une pépite. Vous allez voir une pépite là. Sur votre site, le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Alors, il existe depuis, je crois qu'on en est au 260e numéro. Alors, il faut le regarder parce qu'il donne bien le ton de la campagne. Alors, il a 2 cibles préférées en ce moment, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy. Alors, regardez, ça peut ressembler à un sketch, mais ça n'en est pas un. Pourquoi est-ce que le Front de gauche est-il agressif en ce moment, selon vous? Écoutez, c'est un peu la technique du pitre rouge. Hein. Monsieur Mélenchon, qui est le cache-sexe du Parti communiste, on peut même dire qui est une espèce de préservatif sur la tête du Parti communiste. Et lui, alors, il tempête contre Marine Le Pen, etc. Enfin, prouve qu'on n'a aucune chance d'être élu, heureusement. La France forte... Ce que je crois Mme Merkel prononce Francfort. Mme Merkel, elle est suppléante du président Sarkozy. Est-ce que lui sera suppléant de Mme Merkel? C'est la fusion, c'est l'amour. Il a le culot d'un marchand de bretelles sur un marché de province, vous savez. Ce Pinocchio, aujourd'hui déguisé en Jeanne d'Arc. On m'écoute encore, ma belle, ne croyez pas ça. Je sais. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Le Pen, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci déjà. Oui. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, le petit théâtre, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen. Vous dites qu'il ne faut pas insulter en politique, mais il y a quand même des insultes aussi de votre côté. Oui, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas candidat à la présidentielle, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Ah, du coup, il peut insulter, lui. Je pense que quand on est candidat à la présidentielle, on doit se comporter de manière digne. Et si vous étiez aussi sévère avec les candidats à la présidentielle que vous l'êtes avec Jean-Marie Le Pen qui ne l'est pas, M. Mélenchon ne serait pas sur ce plateau ce soir. Bien. Marine Le Pen, merci. Merci à Julien Navarro, Stéphane Bidard et Jean-Christophe Rousseau qui m'ont aidé à préparer cette rubrique. Merci à vous, Nathalie. Rubrique absolument essentielle, Mme Sinclair. Je pense que il y en aura des probablement beaucoup plus sérieuses après, comme ça. Ça fait aussi partie de la présidentielle, la façon de faire campagne, de se comporter sur une estrade. Ça compte aussi, quoi qu'on en dise. Merci, Nathalie.